sur but.fr. 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Christophe Haag, aujourd'hui auteur de La contagion émotionnelle. Alors quand on parle de contagion émotionnelle, c'est forcément des émotions négatives ou ça peut aussi être une contagion d'émotions positives? Alors ça peut être les deux. Alors c'est vrai que quand on utilise le terme contagion, c'est quand même assez anxiogène. Alors je m'excuse auprès de vos auditeurs hypocondriaques parce qu'effectivement il y a une dimension. Mais en fait c'est des émotions bénéfiques ou des émotions toxiques qui peuvent se transmettre d'une personne à l'autre. Donc nous on est dans une contagion émotionnelle positive dans cette émission. Ah bah très clairement. Et on va essayer de vous aider à aller beaucoup mieux pendant ces 2 heures. Bonjour Eric. Allô, bonjour, oui. Excusez-moi. Bonjour. Oui, alors voilà. Tout va bien non Tout va bien. Et vous voulez que je vous parle des émotions négatives et de ce que ça a pu m'apporter, entre guillemets. Oui, allez-y, on vous écoute. Bon voilà, j'y vais. Alors, ce que je peux dire, c'est que moi j'ai été élevé avec des émotions négatives depuis le biberon, depuis peut-être même certainement le ventre de ma mère, et que j'ai construit ma vie sur des émotions négatives. Et que le principal, disons qu'il y a deux séquelles, si j'ose dire, il y a le chagrin, je trouve pas mes mots, et le chagrin, on va dire, et d'autre part, on fonctionne mal. On a une vision erronée des choses, on a des relations à côté de la plaque. Alors, Eric, voilà. vous voulez dire que donc vous aviez des parents maltraitants, oui, très durs, qui ne vous ont donc pas apporté ce qu'on aurait appelé une sécurité affective, hein, c'est bien ça? Voilà, il m'a manqué beaucoup de sécurité affective. Ouais. Voilà, donc pour vous rentrez au moment de la puberté, de l'adolescence, dans donc un monde où de toute façon il faut faire attention parce que toutes les coups peuvent arriver de partout, hein, on pourrait dire ça? C'est un peu ça, oui, c'est tout à fait. Ouais. Est-ce que quand même, pendant votre période scolaire, vous avez eu des personnes qui vous ont paru positives ou à qui vous pouviez faire confiance? Est-ce qu'il y a eu comme ce qu'on appellerait des tuteurs? Disons qu'il y a eu quelques personnes qui étaient plutôt positives, oui, on en rencontre toujours dans la vie, mais vers lesquelles je n'arrivais pas à me tourner vraiment. Parce que je fonctionnais tellement de travers, je dirais, que je me méfiais des personnes desquelles il n'aurait pas fallu que je me méfie. D'accord, vous faisiez confiance à personne, mais est-ce que vous étiez plutôt un gamin un peu violent, un peu dur, qui était donc ou plutôt effacé? Plutôt renfermé, effacé, réservé, plutôt. D'accord. Alors, il y a des choses qui sont assez importantes à dire, je pense. Vous l'avez dit à un moment, ça a même commencé peut-être dans le ventre de ma maman. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'études qui montrent que, quand vous avez une maman stressée, en fait, très stressée, et derrière, il y a comme une imbibation, en fait. Si vous voulez, si vous prélevez dans le liquide amniotique, vous faites une amniosynthèse et vous comparez le taux de sécrétion d'hormones de stress, vous retrouvez à peu près ce qu'a la maman dans son sang, la maman stressée. Donc il y a des choses qui s'expliquent déjà là. Il y a même des choses avant, la conception. Il y a une étude là qui est parue l'année dernière qui concerne plusieurs espèces, dont l'homme, et où on disait s'il y a des traumas qui ont été vécus, par exemple par la maman, un stress chronique, tout ça peut se transmettre aussi à l'enfant. Donc on ne part pas tous sur la même ligne de départ. En revanche, le vrai message d'espoir quand même, il faut le dire aujourd'hui, c'est que ça, c'est des conditions, effectivement, vous les avez évoquées rapidement, mais derrière, rien n'est figé dans le marbre. Et les chercheurs vous diraient qu'il y a ce qu'on appelle l'épigénétique, votre environnement, et quand Brigitte vous dit, tiens, est-ce que vous avez trouvé autour de vous des porte-drapeaux, des pourvoyeurs d'émotions bénéfiques qui permettent aussi de reconstruire, qui permettent de retrouver un équilibre? Je crois que ça passe par là. Et donc je pense que c'est peut-être d'une certaine manière aussi une quête pour vous de vie, pour retrouver ce rééquilibrage, de vous entourer de ces personnes-là, de les repérer quand on vous tend une main, effectivement. Alors c'est facile à dire, mais être peut-être moins dans la méfiance. Et vous savez, quelqu'un qui vient avec des intentions
plutôt positive et authentique, ça se voit. Quelqu'un qui vient avec une démarche qui est inauthentique, un décor en carton-pâte à la Ray Harryhausen là, des années 40 qui est là pour la manipulation ou qui sent une faiblesse chez vous, quelque part votre intuition va faire naître en vous quelque chose d'extrêmement déplaisant aussi en vous disant là, ces personnes-là faut un peu s'écarter. Donc ouais, c'est une quête de vie, c'est facile à dire, c'est un peu plus difficile à faire, mais je pense que ce sont d'une certaine manière des... Moi je parle presque d'anges psychiques gardiens, quoi, qui sont là pour... vous remettre à l'endroit. Vous avez dit à plusieurs reprises, je suis à l'envers. Bah, peut-être que c'est par ce biais-là et par ces belles rencontres. Est-ce que vous avez le sentiment, Eric, d'avoir la bonne intuition aujourd'hui ou est-ce que vous êtes quand même attiré par des personnes qui sont un peu toxiques parce que c'est votre père? Ouais, c'était mes racines. Alors maintenant, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai passé ma vie à travailler là-dessus. Ouais. Et au début de ma vie, je me tournais souvent vers des personnes toxiques, ouais. Un peu comme mon père ou ma mère, à qui je reproche rien, j'ai compris, mais je me tournais petit à petit. J'ai appris à me tourner vers les bonnes personnes, ouais, les personnes positives qui pouvaient m'apporter, auxquelles je pouvais apporter aussi peut-être quelque chose, ouais. Avoir une relation constructive, quoi, et pas destructrice. Mais j'ai 61 ans, bientôt 62, et toute ma vie j'ai cherché, quoi. Toute ma vie j'ai travaillé. 60 ans, c'est encore un âge où on peut énormément avancer. Hein, faut pas, enfin, je veux dire. Mais et vous savez faire confiance aujourd'hui ou pas? Ouais, j'arrive à distinguer, le bon grain de livret, quoi. Enfin, les personnes. Les bonnes personnes, et puis je dirais peut-être un des côtés positifs de ça, c'est que j'ai passé ma vie à chercher, à essayer de comprendre, et puis finalement j'ai pas envie d'arrêter de chercher, d'essayer de comprendre, quoi. C'est une recherche et c'est une curiosité, quoi, aussi et positive. Alors vous avez dit je n'arrête pas d'essayer de comprendre, et je vous propose, Eric, on fait une petite pause et vous allez me dire ce que vous essayez de comprendre, ce que vous avez compris et puis ce que vous n'avez pas encore compris. D'accord ? On se retrouve dans un instant. Pin.com 14h, 16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On va retrouver Eric qui est avec nous. On l'entend, Christophe Hague, dans le témoignage d'Eric. On entend comment, évidemment, la première contagion émotionnelle, c'est notre enfance, évidemment, et notre milieu familial, bien sûr. Mais il faut quand même pas oublier qu'il y a aussi l'école. Et c'est en ça, peut-être, Christophe, que Eric a peut-être pu, malgré tout, tenir debout. Alors, vous nous disiez, Eric, que vous essayez toujours de comprendre. Qu'est-ce que vous essayez de comprendre ? Comprendre pourquoi je fonctionnais aussi mal, alors que, par exemple, à l'école, j'avais un très bon niveau. Toute l'école primaire, j'étais dans les 3 premiers, par exemple, et après, à l'adolescence, ça s'est effondré un peu, beaucoup même. Et pourquoi déjà ça ? Alors déjà, je peux vous donner une petite clé. À l'adolescence, très souvent, on reproduit l'enfance de jeunes. Donc l'adolescence, ça s'écroule parce que vous avez le petit garçon qui a été vraiment déstabilisé et pas dans la sécurité affective, et donc quand on n'est pas dans une sécurité, c'est difficile de réussir à l'école. Donc ça se comprend assez facilement. Mais donc vous étiez plutôt un élève doué. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui fonctionnait aussi mal, vous avez dit ? Ce qui fonctionnait aussi mal, c'est que dès qu'il fallait que je sois un peu autonome et que je m'ouvre un peu au monde, quoi, à la vie et aux gens, ça marchait plus, quoi. D'accord. Je savais pas, je savais plus rien. Enfin, alors j'ai des parents aussi qui étaient un peu en dehors de la vie, donc il y a eu l'exemple aussi. Et plus rien ne fonctionnait. Enfin, j'y comprenais rien, quoi. En fait, j'étais dans la vie comme. Je sais pas comment dire, j'y comprenais vraiment pas grand-chose alors il faudrait revenir sur ce que vous ressentiez
C'est-à-dire, est-ce que vous ressentiez que de toute façon vous étiez nul et que c'était pas la peine d'essayer parce que vous y arriveriez pas? Est-ce que vous ressentiez que de toute façon les gens vous aimaient pas, ou est-ce que vous ressentiez que les gens sont méchants et que donc il faut plutôt se protéger et rester en retrait? Vous voyez, revenez plus à l'émotion. Vous allez réussir à comprendre pourquoi vous étiez si mal alors que vous réussissiez à l'école, en comprenant les émotions que vous ressentiez quand le petit Eric, qui avait 6 ans, 7 ans, 10 ans... Vous êtes d'accord avec ça, Christophe Hague? Ouais, et je vais aussi un peu dédramatiser votre propos, parce que vous savez qu'il y a 25% des gens, notamment en France, qui, à l'adolescence et au stade adulte, en fait, sont incapables de diagnostiquer les ressentis qu'ils ont. Et je veux dire, le premier pas vers le remède, c'est déjà de savoir ce qui ne va pas, de détecter ces choses-là, de leur mettre un nom, de les labelliser, etc. Donc ça, peut-être qu'aujourd'hui, justement, vous y êtes arrivé à force de travail, mais c'est aussi quelque chose qui est assez courant. Je veux dire, 25%, un quart des personnes ont vraiment du mal à mettre un mot là-dessus. Et ça peut être le travail d'une vie aussi. Hein. Ouais. Oui, je comprends les choses maintenant, je comprends pourquoi mes parents étaient comme ça et pourquoi j'ai réagi de cette façon. Et au bout de plusieurs années d'enquête, je dirais. Et Eric, j'ai envie de vous poser une question. Est-ce que vous êtes papa aussi? Vous avez eu des enfants ou pas? Je suis père et grand-père, ouais. J'ai 3 enfants et 2 petits-enfants, plus quelques-uns du côté de ma femme. D'accord. Et bientôt à 3e, oui. Et quels sont vos liens avec vos enfants et vos petits-enfants? J'ai des bonnes relations avec eux. Ça a été un peu tendu suite à un divorce et où on m'a un peu dénigré, quoi. Enfin, mon ex-femme m'a bien dénigré, puis les relations sont revenues à la normale parce que vous avez été un bon père. Vous avez été un bon père, donc à un moment donné, vous récoltez ce que vous avez semé. Peut-être aussi, ouais. J'étais un peu absent, un peu dans mon mal-être, mais malgré tout, il y a eu de l'amour. Ouais, et puis il y a eu, moi, ce que j'entends dans votre voix, et je crois que Christophe, qui est assez intuitif aussi, l'entend, il y a un fond de tristesse quand même. J'ai gardé, alors je ne sais pas si c'est un tempérament dû à la génétique, mais sûrement il y a un peu d'acquis. J'ai gardé, je suis un peu triste, moi. Je suis une espèce de dépressif, ouais. C'est vrai. Alors il y a une petite recette simple, ce serait de vous obliger, je dis bien obliger, à vous accorder un petit plaisir tous les jours. Alors rien qu'à vous. Je le fais depuis un certain temps. Enfin, je me suis remis à la musique, qui était une passion de jeunesse, quoi, un peu, il y a 10 ans déjà, une bonne dizaine d'années, et puis oui, je sais maintenant m'accorder aussi des plaisirs et dire j'ai le droit de faire ça, et je le fais tant que ça ne gêne personne, et voilà. Et même si ça gêne quelqu'un, c'est pas grave. Vous voyez, c'est intéressant ce que vous venez de dire. Faut que ça gêne personne. Il faut toujours rester un petit peu en retrait. Voyez comment, d'une certaine manière, on reste le petit garçon qu'on a été, quoi. Mais il faut être lucide. C'est normal. On ne peut pas se changer. On peut évoluer. Mais vous garderez ce que vous avez été. Sauf qu'il faut être lucide. À propos de cette question, je dirais que j'ai appris aussi que je le vivrais bien et que je vivrais bien ma vie si je remplaçais si ça ne gêne personne par si ça ne fait de mal à personne. C'est pas pareil. Pas pareil. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années suite à des bouleversements un peu dans ma vie de couple et qui se sont bien terminés grâce à ça en partie, je pense, en grande partie. Et moi, j'ai envie de vous dire, Eric, parce que vous avez d'une certaine manière la chance d'avoir des petits-enfants. Je vous invite à investir encore plus, parce que Brigitte parlait d'un retour sur investissement, mais c'est un vrai retour sur investissement émotionnel. Et il vous renvoie, si vous voulez, en fait, vos petits-enfants, ce sont des anxiolytiques naturels, des antidépresseurs naturels. Plus vous passez de temps avec eux, vous verrez, même si ça coûte de l'énergie quelquefois, etc. Derrière, ils vous transmettent en fait des émotions extrêmement bénéfiques, et je pense qu'il ne faut pas couper ces couloirs émotionnels qui, d'une certaine manière, relient votre cerveau émotionnel, votre cerveau limbique au leur. Et c'est une vraie chance d'en avoir. Rendez tout ça possible en fait. Encore plus. C'est des grands moments de bonheur, de plaisir.
Et voyez, c'est intéressant, Eric, parce qu'entre le moment où vous avez pris la parole et aujourd'hui, et là, maintenant, votre voix déjà est plus positive. C'est vrai, oui, c'est vrai. Et vous en arrivez même à sourire. Oui, Donc, voyez comment le fait de communiquer d'une manière positive, hein, parce que bon, Christophe Hague, il va pas nous parler de contagion négative. On se sent mieux, et c'est pour ça que quand on vous disait tout au début de votre témoignage, entourez-vous de gens positifs, c'est essentiel. Oui. Et ne vous sentez pas obligé d'aider ceux qui vont pas bien parce que vous n'alliez pas bien. Oui, aussi, ouais. C'est important. C'est les gens qui vont bien qui peuvent s'occuper des gens qui vont pas bien. Oui, c'est vrai. Et Eric, j'ai juste envie de vous donner cette image quand vous êtes, enfin je vous le souhaite pas, mais quand on est dans un avion, qu'il y a des grosses turbulences et que tout va pas bien, que les masques à oxygène tombent, ce qui est important, si vous avez quelqu'un qui vous est cher à côté, c'est d'abord de mettre le masque à oxygène sur soi, et après le mettre sur l'autre. Et là, vous augmentez la probabilité d'une certaine manière de sauver l'autre, que ce soit psychiquement ou physiquement. Après, il ne s'agit juste pas d'oublier aussi de mettre le masque à oxygène sur l'autre. On est dans une société aussi auto-centrée où des fois on oublie de faire ça. Mais d'abord, vous préservez-vous et vous pourrez donner beaucoup plus derrière. Si on est dans des bonnes dispositions soi-même, on est plus à même de se tourner vers les autres. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, Eric, en tout cas. Merci. Merci à vous. On continue avec Floriane qui est là. Bonjour Floriane. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez, vous aussi, eu plutôt, je crois que c'est un